Des honneurs, mais aussi des récompenses pour célébrer l'excellence scolaire. Ils sont 99 à voir leur mérite salué par le chef de l'État. Une moisson moins importante que celle de l'édition précédente. Mais qu'à cela ne tienne, il y a de quoi encourager et galvaniser. Les détails de la journée de l'excellence scolaire en ouverture d'édition. Plein pouvoir pour Éric Thiaré, désormais installé dans ses fonctions. Le secrétaire exécutif du G5 Sahel a officiellement pris la succession du Nigérien Mama Sambo Sidikou. Il dispose de 3 années pour mobiliser conséquemment les ressources et rassurer les populations. La téléconsultation désormais possible au Burkina. L'expérience est lancée et testée ce matin de Ouagadougou à Tenkodogo. De la consultation à la prescription, tout a été fait à distance. Comment cela a-t-il été possible et quels sont les objectifs recherchés? Éléments de réponse à suivre dans une poignée de minutes. Ce sont les titres du 20h de ce jour. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils sont 99 à être célébrés pour leur mérite scolaire. 99 lauréats reçus ce matin au palais de Kossiam par le chef de l'État. Il s'agit de la journée de l'excellence scolaire édition 2021. Les lauréats sont repartis avec des prix en nature et en espèces de montants variant de 250 000 à 1 million de nos francs. La célébration, comme si vous y étiez, c'est avec Souleymane Sanou et Ernest Kambiré. Le tapis rouge est ici déroulé pour Raina Bari, meilleur élève au baccalauréat série C session de 2021 et les autres lauréats du jour. Et ensemble, ils peuvent entamer avec autant d'émotion cette marche de la salle polyvalente du palais de Kossiam aux côtés du président du Faso. Et là, le Ditanier est chanté en chœur, une approche tout trouvée pour célébrer l'excellence scolaire, 5e édition. Si nous sommes parvenus à ces résultats, c'est le fruit des efforts conjugués des enseignantes et enseignants et de la communauté éducative dans son ensemble. Le thème retenu cette année pour marquer cette journée de l'excellence est « Célébrer l'excellence scolaire pour la promotion du développement endogène, gage de paix et de cohésion sociale ». Vous conviendrez avec moi que ce thème traduit clairement la situation de notre pays, aussi bien sur les plans politiques, économiques que social et culturel. En effet, il n'y a point de paix et de cohésion sociale sans une éducation de qualité qui réponde aux aspirations des populations et aux besoins de l'économie locale et nationale. C'est pourquoi nous devons travailler à promouvoir l'excellence scolaire partout où nous sommes. Et pour 2021, ils sont 99 étoiles de la nation dont les performances scolaires sont ici sous les projecteurs sur la base de critères très sélectifs. Et même si la moisson de 2021 est moins importante que celle de l'année dernière, Raina Bari et ses camarades ont opté pour la culture de l'excellence et avec ses 17,08 de moyenne, il reçoit ici des mains du président du Faso une attestation, un ordinateur portable, 350 000 francs CFA du comité d'organisation et la somme de 1 million de francs CFA du président du Faso. C'est une fierté particulière dont je suis très fier en tout cas de recevoir des mains de prière. Donc je suis vraiment très content. Ça va en tout cas me permettre de me donner encore plus de courage pour la suite. Donc c'est une très grande joie qui m'anime ce matin. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de près et de loin. Et je remercie aussi le président de m'avoir remis ses présents. Et je promets de revenir ici au BPC. L'excellence scolaire est un cadre privilégié d'expression du programme de société du président du Faso qui, depuis 5 ans, célèbre l'école burkinabé malgré les défis actuels. C'est l'occasion de féliciter les meilleurs élèves de Burkina Faso dans les différents échelons et également de constater que ces résultats nous montrent encore une fois, au niveau de ce qui est constaté, qu'ils ont été bons dans les régions à haut défi sécuritaire, tels que l'Est, tels que le Nord, tels que le Sahel. On voit que les résultats ont été beaucoup plus probants qu'à Ouagadougou, où finalement ces questions ne sont pas posées. Je pense qu'une des préoccupations que cela nous pose de façon générale, c'est que les états généraux de l'éducation devront nous permettre de définir où sont nos faiblesses, où sont nos forces, qu'est-ce qu'il faut changer de manière à avoir de meilleurs résultats pour la jeunesse burkinabé. Symbole d'un Burkina Faso en quête de paix et de cohésion sociale, cette photo de famille où le président pose avec les 99 étoiles de la nation fera date. Elle célèbre certes l'excellence scolaire, mais rappelle si besoin en était
le désir et les aspirations des populations burkinabè de vivre ensemble, l'école étant le terreau de l'expérimentation des valeurs sociales. À Nouakchott, en Mauritanie, l'ambassadeur Éric Thiaré a officiellement pris fonction à la tête du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Il remplace le Nigérien Sambo Sidikou pour une durée de 3 ans. Mobiliser assez de ressources pour le financement des projets et programmes prioritaires et rassurer les populations par un retour à la sécurité. Telles sont les missions à lui assigner. Draman Guéné, pour plus de détails, il est notre envoyé spécial. Je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions en vous souhaitant plein succès. Le fanion du G5 Sahel entre les mains, Éric Thiaré est le 3e secrétaire exécutif de l'organisation. La feuille de route du nouveau patron du G5 Sahel est donnée par le président du Conseil des ministres, le ministre tchadien de l'économie, son pays abritant la présidence en exercice du groupe. Premièrement, le développement à travers la mise en œuvre intégrée au niveau territorial de politiques publiques, économiques et sociales. Deuxièmement, la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement dans l'espace sahélien. Et en premier lieu, la lutte contre le terrorisme. Troisièmement, la réduction des inégalités par les initiatives hardies et susceptibles d'apporter une réponse en termes de gouvernance. Et enfin, l'organisation du retour de l'État et de déplacer dans les zones fragiles. Éric Thiaré est porté à la tête du G5 Sahel pour un mandat unique de 3 ans. Le Burkinabé mesure déjà l'ampleur de la mission, ayant été jusque-là ambassadeur représentant permanent du G5 Sahel auprès des Nations Unies. Je mesure toute l'ampleur des défis au regard de la persistance de l'insécurité, de la nécessité d'engager des actions concrètes et urgentes et de développement, notamment dans les zones frontalières, et tout ceci dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 qui continue de sévir. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à mener à bien avec vous les missions qui sont désormais les miennes. Le Burkina prend ce poste après 2 mandats assurés par le Niger. Maman Sambo Sidikou, le sortant, relève les acquis de son mandat sur le plan développement avec le financement des projets et programmes prioritaires et des avancées sur le plan sécuritaire. Au plan sécuritaire, nous avons travaillé à renforcer, à étoffer le dispositif de défense et de sécurité et à mobiliser le soutien des partenaires au profit des actions entreprises dans le domaine et particulièrement au profit de la force conjointe. L'urgence qui se présente à la nouvelle équipe, ce sont la révision de la convention de création du G5 Sahel et l'actualisation de la stratégie de développement et de sécurité dans les 5 pays du groupe, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Faire preuve de persévérance, c'est ce qu'il faudra au nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Et c'est aussi le nom de baptême de la 6e promotion de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Persévérance dans les missions de lutte contre la criminalité et le terrorisme, assignée aux 119 agents de la promotion. La cérémonie officielle de sortie avec Issa Kafando et Draman Dadia. Revue des troupes, puis le port des épaulettes. Le moment est solennel, ici à l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. 99 assistants, 10 contrôleurs et autant d'inspecteurs. Au total, 119 nouvelles compétences attendues sur le terrain. Cette 6e promotion est baptisée Persévérance. Le parrain parle à ses filleuls. Votre contribution est grandement attendue dans la lutte contre les attaques terroristes à répétition, l'extrémisme violent, la cybercriminalité, le grand banditisme. Nous avons besoin de personnel. Nous avons une prison de haute sécurité qui est bondée de détenus et il faut du monde, il faut des agents GSP pour s'en occuper. Nous avons plusieurs centres de détention, les maisons d'arrêt qui manquent de personnel. Des agents aguerris en technique d'intervention et attachés au respect des droits humains en milieu carcéral. Mais l'école qui les a formés a besoin davantage de soutien pour réussir sa mission, celle d'améliorer les performances de l'administration pénitentiaire. La construction et l'équipement d'une salle informatique, la construction d'une salle de grande capacité, la construction d'une bibliothèque, la construction et l'équipement des réfectoires, l'agrandissement et le renforcement des équipements de l'infirmerie de l'école. Le fanion au cadet.
Roger et ses camarades sont prêts à servir l'administration pénitentiaire et à collaborer avec les autres forces de défense et de sécurité dans la lutte contre l'hydre terroriste. 10 millions de plans en terre pour 2021, énorme mais pas assez quand il s'agit de combler les conséquences de la déforestation. À petits pas, le comité d'organisation de la journée de l'arbre entend y arriver. La 3e édition se tiendra à Zignaré, ville hôte des festivités du 11 décembre. C'est sur place d'ailleurs que le ministre de l'Environnement attire l'attention de la population sur l'utilité et l'intérêt de la journée. Salif Belem et Amadou Marcel Ato. L'arbre à l'honneur samedi prochain au Burkina Faso. Et depuis Zignaré, ville hôte de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre et des festivités du 11 décembre, le ministre de l'Environnement en appelle à la mobilisation de tous. Une mobilisation face à la dégradation accélérée des ressources naturelles, estimée à 247 000 hectares de forêts perdues chaque année. Les forêts diminuent, les terres se dégradent, nos écosystèmes sont en souffrance et la résiliation des populations fortement dépendantes justement de ces ressources naturelles est mise à rude épreuve. Et selon toujours le comité d'organisation de la JNA, environ 6 millions de plants sont mis en terre chaque année sur 10 000 hectares au plan national, avec un taux moyen de réussite de 25% après seulement une année. D'où l'adoption de nouvelles stratégies. Il s'agit de rompre avec les anciennes pratiques et de fixer un taux de réussite de 60%. Il y a d'abord le choix des sites sécurisés pour les plantations. Les plants mis à terre doivent être à l'abri de toutes les formes d'agression, c'est-à-dire les coupes, la divagation des animaux, les feux de brousse, etc. Il y a également la promotion des espèces locales. Il y a également la qualité des plants qui doivent être donc de rigueur. En attendant l'édition des Zignaré, celle de Tenkodougou et de Banfora porte déjà fruit avec plus de 200 000 plants mis en terre sur plus de 120 hectares sécurisés. Pour cette campagne de reforestation 2021, au moins 10 millions de plants seront mis en terre, indique le comité d'organisation de la Journée nationale de l'arbre. Une offre qui s'avère très utile comme contribution à la journée de l'arbre et au-delà. Il s'agit de plants améliorés et d'autres issus d'espèces en voie de disparition. L'offre du Centre national de semences forestières en cette période propice au reboisement. Elle met à la disposition du public des semences de variétés améliorées. C'est à la faveur des 3e journées promotionnelles du centre qui s'étendent sur 72 heures et qui permettront aussi de faire connaître le CNSF. La cérémonie d'ouverture de ce 2 août sous l'œil professionnel de Issa Kafando et la plume alerte de Sekou Zombo. Le Centre national de semences forestières ouvre ses portes au grand public. Il met à la disposition des populations des semences végétales et des plants de qualité adaptés à nos conditions agroclimatiques. Les espèces locales que l'on croyait il y a 20 ans, que si on les plantait, on allait mourir avant de récolter les fruits, que ce n'est pas cela. On peut effectivement cultiver ces espèces, en bénéficier et exploiter ces fruits pour soi, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Semences forestières améliorées, quelle contribution à la résilience des populations face au changement climatique? C'est le thème de cette 3e édition des journées promotionnelles de semences forestières. Un des objectifs de l'FAO, c'est les fins zéro, éliminer les fins. Mais vous ne pouvez pas éliminer les fins si vous ne préservez pas l'environnement. Le centre nous fournit les semences qui rentrent dans le cadre de notre programme de réhabilitation minière et de restauration des terres. Et nous les plantons, que ce soit pour les bosquets scolaires, que ce soit pour les forêts villageoises autour de la mine ou la restauration des terres dégradées. En 37 années d'existence, le Centre national de semences forestières a contribué aux activités de reforestation par la production de plus de 15 millions de plants d'espèces locales utilitaires et à la formation de plus de 6 000 acteurs. Il y a un grand laboratoire ici qui permet aujourd'hui d'avoir des arbres qui ont disparu dans certaines zones. J'invite la population donc, à passer voir pour avoir des arbres de qualité, donc connaître les techniques de greffe. Plants et semences de variétés améliorées
attendent preneurs au siège du Centre national de semences forestières situé au quartier Kosoguin de Ouagadougou sur la route de Cambouissin à environ 1 km de l'échangeur du Nord. Voilà, un Zongo pouvant en cacher un autre, le reportage portait plutôt la griffe de Sébastien Zongo. Immersion à présent à la maison de l'apprenti de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Elle est effectuée par les premiers responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Un choix justifié par le fait que la maison de l'apprenti, en plus d'être un centre d'expertise, est aussi un incubateur d'entreprise. Partons à sa découverte avec Rasmane Zoundi et Oumou Sissi. La maison de l'apprenti de Grand Bassam, un centre de formation du Fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP Côte d'Ivoire, ouvre ses portes aux premiers responsables du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, Fafa Burkina Faso. Ici en immersion, c'est l'histoire de la maison de l'apprenti qui leur est contée, un centre qui force l'admiration. C'est un exemple qui traduit le fait que la formation professionnelle peut effectivement amener le développement. Parce qu'ici, nous avons un centre qui nous permet donc d'avoir une retraite pour approfondir donc les compétences des apprenants, mais qui a été réalisée donc aussi par les apprenants. Un exemple en matière de gestion de formation d'apprentissage de type DIAL, la maison de l'apprenti de Grand Bassam est un véritable outil d'accompagnement pour le développement des formations qualifiantes. En tant que maison de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, nous travaillons avec les responsables des ressources humaines des entreprises et donc ceux-là doivent être formés et doivent être outillés pour faire en sorte que véritablement la formation professionnelle soit profitable à l'entreprise et soit profitable au développement. La maison de l'apprenti est aussi un incubateur d'entreprise. Ce centre sera dupliqué au Burkina Faso au dire du ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et cela dans le cadre du vaste programme de financement de la formation professionnelle dont l'objectif est d'améliorer la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines. Enquête également d'une meilleure expertise pour les entreprises agroalimentaires. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a poussé les dites entreprises à renforcer leurs capacités en relation clients et en gestion. C'est l'objectif de la formation offerte à 22 de leurs représentants. Lancement de l'apprentissage débuté ce 2 août avec Moustapha Belem et Maïmouna Traoré. 22 représentants d'entreprises agroalimentaires à l'école de la gestion d'entreprises et relations clients. Sur financement du Fonds burkinabé de développement économique et social, cette première session de formation vise à doter les bénéficiaires de rudiments nécessaires pour être plus efficaces dans la gestion de leurs entreprises. Les bénéficiaires de cette formation sont les bénéficiaires du programme JAL, qui est un programme chef de l'État destiné à financer les transformateurs agroalimentaires du Burkina. Et le thème de la formation rentre dans le cadre de la gestion de ces entreprises-là qui les permet aujourd'hui à ces bénéficiaires-là d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion des deniers publics qui les ont été confiés sous forme de crédit. 2 principaux modules sont au programme, une initiative saluée par les bénéficiaires qui n'attendaient que cette occasion. La gestion d'entreprise qui nous permettra de donner des bagages nécessaires en termes de management, en termes d'outils efficaces pour pouvoir en tout cas gérer nos entreprises, mais également la relation client, et qui parle de l'excellence, qui parle de l'avancée en fait d'une entreprise, parle également du marché. Donc du coup, s'il n'y a pas de bonnes relations, s'il n'y a pas des outils nécessaires pour pouvoir garder ou à tout acquérir de nouveaux clients et maintenir la relation avec les clients, il serait difficile en fait que nos entreprises puissent être durables. La formation entre aussi dans le cadre du programme AgriNova du Fonds burkinabé de développement économique et social, un programme d'incitation à la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur de la production agro-silvopastorale en faveur des jeunes et des femmes porteurs de projets.
Venir en aide et en soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, c'est le cri de cœur de l'ONG Credo qui sollicite depuis 2016 l'accompagnement des Burkinabés. Au moins 2000 enfants à scolariser chaque année, cela est possible grâce à l'effort commun. Une collecte de fonds est d'ores et déjà lancée pour 2021 à travers le projet Parrainage endogène. On en apprend davantage à travers la conférence de presse animée par l'ONG, conférence ici détaillée par Marguerite Douaniou. Assurer la scolarisation d'au moins 2000 enfants vulnérables chaque année grâce à la contribution volontaire des Burkinabés, des entreprises et institutions du Burkina Faso et de la diaspora, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Credo depuis 2016. Pour parvenir à des résultats satisfaisants à l'orée de la rentrée scolaire, l'ONG procède au lancement de la campagne de mobilisation de ressources endogènes pour la cause défendue. La campagne est placée sous le signe de la résilience et de la solidarité envers tous les enfants en situation de vulnérabilité au pays des hommes intègres. Nous lançons un appel à l'endroit de tous les Burkinabés pour soutenir les orphelins, les enfants des personnes vulnérables, surtout les personnes déplacées internes. Et cette aide consiste à s'occuper de la scolarisation de ces enfants. Pour parrainer un enfant, c'est la somme de 120 000 francs qui donne droit à l'enfant à un kit complet. Donc sa scolarisation, ses fournitures scolaires, sa tenue scolaire, sa visite médicale. Et puis on a des activités aussi récréatives que nous organisons en leur intention. Face à la presse, les responsables de l'ONG font le point de la dernière campagne. Il ressort du bilan que pour l'année scolaire 2020-2021, Credo a mobilisé plus de 50 millions de francs CFA qui ont permis la scolarisation de 664 enfants, dont 425 à l'école primaire et 239 au secondaire. Du nouveau, dans la médecine burkinabé, une consultation à distance, c'est désormais possible. Cela s'est fait ce matin au travers de la télémédecine. Un patient resté à Tinkodogo a pu se faire examiner par un spécialiste depuis le CHU de Yalgado. De la consultation à la prescription, tout a été rendu possible grâce à la plateforme numérique mise en place. L'expérience est ici suivie de bout en bout et immortalisée par deux autres spécialistes maison nommés Paul-David Bambara et Vincent Kendrobeau. On vous écoute, allez-y. Le patient est actuellement à Tinkodogo avec un médecin généraliste. Son cas nécessite l'avis d'un médecin spécialiste. Depuis le CHU Yalgado Ouedraogo, Dr Angèle Nwangri doit intervenir à distance. Grâce à une caméra, elle examine le patient en temps réel qui souffre d'une pathologie dermatologique. Les lésions ont débuté sur quelle partie du corps? Le médecin de Tinkodogo la renseigne suffisamment sur le patient. Les antécédents de terrain ne sont pas connus. Depuis Ouagadougou, Dr Angèle Nwangri donne son avis, produit un bulletin de santé et prescrit une ordonnance médicale qui sera directement imprimée, séance tenante à Tinkodogo pour le patient. Depuis une salle de conférence, le ministre de la Santé et sa collègue de la transformation digitale suivent en direct la téléconsultation. Une expérimentation de la télémédecine qui s'avère concluante. Vendredi, nous avons encore une autre séance pour encore essayer cette plateforme et progressivement, mais sûrement, nous allons arriver à l'étendre à toutes les formations sanitaires des régions sanitaires pour que ces praticiens qui sont loin de la capitale puissent avoir un avis éclairé de leur tutelle technique afin que le diagnostic puisse être le plus juste possible et aussi un traitement adéquat et pertinent offert aux malades. Nous avançons prudemment et je vous ai dit que ça a été une solution conçue, adaptée à notre environnement et bien sûr tout en respectant les lois, donc en ce qui concerne la protection des données privées. Toutes les précautions ont été prises pour respecter la vie privée des patients. Les avantages de la télémédecine sont énormes. Les médecins spécialistes insuffisants pour toutes les régions peuvent intervenir à distance, évitant ainsi aux patients les transferts à Ouagadougou. Sa généralisation sera graduelle avec pour ambition l'interconnexion de nos hôpitaux.
Dans un tout autre registre, on parle du processus d'élaboration du plan d'action quinquennal 2022-2026. Les acteurs concernés par la dite tâche disposent de 72 heures pour proposer un document consensuel tenant compte des insuffisances du précédent plan. En réunion depuis ce 2 août, ils peuvent compter sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Nongba Kouda et Sekuzongo. La feuille de route 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation en élaboration à cet atelier de Koudgou, tirant leçon des insuffisances de la mise en œuvre du plan d'action quinquennal 2018-2022, ces acteurs de développement veulent s'assurer du bon déroulement du plan d'action quinquennal 2022-2026. Le nouveau plan d'action 2022-2026 va en tout cas permettre de prendre en compte cette crise multidimensionnelle et aussi prendre en compte les aspirations de l'ensemble des acteurs. Parmi ces acteurs de mise en œuvre du plan d'action quinquennal 2022-2026, les partenaires techniques et financiers. Ils font l'espoir que cette rencontre intègre leurs préoccupations pour une meilleure mobilisation des ressources. Aujourd'hui, on fait face à la question du vivre ensemble, la cohésion sociale qui est un peu liée aussi à cette question de sécurité. Mais il y a aussi, comme vous l'aurez entendu dans le discours du Premier ministre, il y a des référentiels, notamment la question du redécoupage territorial et aussi la question de la révision du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est autant de documents qui encadrent la décentralisation, qui seront relus et il va de soi que les nouvelles dispositions soient prises en compte dans le nouveau plan à venir. Pour une bonne élaboration du plan d'action quinquennal 2022-2026 de la stratégie décennale de la décentralisation, il est demandé aux participants à cette rencontre des propositions qui prennent en compte les difficultés du moment. Le document consensuel qui sortira de ces 72 heures de travaux fera l'objet de tenue d'une table ronde de financement des bailleurs sur la décentralisation. Cap sur la ville de Bobo avec la fin des activités de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, un projet qui se referme par une assemblée générale permettant de mettre à nu les préoccupations des travailleurs ainsi que les acquis et insuffisances des actions menées sur le terrain. Pour l'heure et malgré le Covid-19 et l'insécurité, l'agence se dit satisfaite des domaines investis. Césaire Carrefour et Momoni Soubeiga. C'est un face-à-face entre le directeur général de l'ADCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, et le personnel de l'institution. Un rendez-vous annuel pour échanger sur les préoccupations des agents et sur la réforme du régime médico-social. C'est les nouvelles missions qui sont conférées à la structure, mais bien évidemment aussi le personnel attend l'accompagnement de l'État pour pouvoir bien sûr accomplir efficacement ces missions-là. Donc ces attentes-là, c'est lié naturellement bien sûr à nos conditions de travail, en termes bien sûr d'équipement adéquat, en termes de rémunération. Le fonds permanent a connu une mutation et devient désormais l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Pour le premier responsable, de nouveaux défis se profilent à l'horizon et il compte sur le personnel pour les relever. Ce qui est important, c'est de pouvoir cerner ces préoccupations à temps et de pouvoir apporter des réponses adéquates. Après le personnel, le directeur général est cette fois-ci face aux chefs d'agence et aux directeurs centraux. Une rencontre trimestrielle pour faire le point de l'évolution du programme d'activité de l'agence sur le terrain. Il y a la crise sanitaire et la crise sécuritaire qui ont entravé en tout cas la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités dans certaines régions, notamment la région du Sahel, pour ce qui concerne certaines communes qui sont devenues pratiquement inaccessibles, ainsi que la région de l'Est. Mais malgré tout, le bilan est fort satisfaisant, car nous voyons que des activités ont été menées, des investissements ont été réalisés aux côtés des collectivités territoriales. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et l'assainissement sont entre autres les secteurs dans lesquels l'ADCT investit au profit des collectivités des 13 régions du Burkina.
Paris réussit en 2020, on rebelote pour 2021, offrir durant 3 mois des kits alimentaires à plus de 1000 personnes dans le besoin. Le geste est porté par le Lalé Naba qui en plus l'étend à la ville de Bobo-Dioulasso. Au total, 19 arrondissements sont concernés. Lancement officiel de l'assistance ce 2 août à Ouagadougou avec Kwalaï Nebié et Abdel Aziz Yakibou. La charité et la compassion pour les personnes indigentes et vulnérables sont pour lui une tradition qu'il entretient depuis une trentaine d'années au poste de ministre du Bourg Naba. Le Lalé Naba renouvelle ici par ce repas communautaire son engagement. 3 jours dans la semaine et cela pendant 3 mois de l'année en cours, le garant de la tradition s'engage une fois de plus à offrir des kits alimentaires à plusieurs personnes vulnérables de 12 arrondissements de Ouagadougou et 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso. Cette œuvre de charité débutée l'année dernière va se poursuivre jusqu'en 2026, promet le bienfaiteur. Nous donnons pendant la période de soudure les repas à travers 60 points focaux au niveau du Kadiogo pendant la période de soudure. Et à Bobo-Dioulasso, nous avons aussi identifié 40 personnes qui font la répartition dans les 7 arrondissements et plus Farakoba. Toutes ces initiatives ont déjà valu au Lalé Naba l'appellation champion national de la nutrition. Un nom et une reconnaissance par les autorités du ministère de la Santé. Depuis lors, il accompagne le ministère de la Santé depuis l'agriculture jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un partenaire de taille qui nous permet d'offrir un repas communautaire aux personnes qui en ont besoin et qui sont plus dans le besoin aujourd'hui. Donc nous tenons à saluer cet engagement, ce patriotisme. Il fait parler son cœur à chaque fois, ça nous touche, ça nous interpelle et nous nous sentons obligés en tant que citoyens à l'accompagner dans ces activités nobles-là. En boitant le pas au Lalé Naba, le parrain promet séance tenante de nourrir pendant 1 an les malades d'un district sanitaire au choix du ministre de la Santé. Les personnes déplacées, notamment celles de Tanwalbougou résidant à Saba, ont à l'occasion reçu des vivres du champion national de la nutrition et de ses collaborateurs. Comme assistance aux plus vulnérables, elle se propose de les former dans le domaine qu'elle maîtrise le mieux, la couture. Atteindre l'autonomie financière par l'exercice d'un métier, c'est le leitmotiv de Mariam Souré, promotrice de la marque Mamisor. Pour la 5e édition de Fashion for Cause, une centaine de jeunes filles et de femmes de Burkina et de la Côte d'Ivoire recevront une formation en couture, des métiers à tisser et du matériel. Plus de développement avec Rasmane Zoundi et Oumo Sissé depuis Abidjan. Mamisor Fashion for a Cause Act 5, c'est le 28 août prochain à Sofitel Hotel à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une activité de levée de fonds de la styliste burkinabé Mariam Souré et promotrice de la marque Mamisor. Une édition qui va se tenir sous le thème Industrie de la mode au service du Made in Africa et du développement de l'Afrique. Plus on aidera des stylistes à passer en phase d'industrialisation, plus on promeut en fait le port de nos créations propres. Certainement qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui veulent bien porter du pâté ou du Gilles Touré, mais qui n'ont pas accès à ça. Pourquoi? Parce que les coûts ne sont pas compétitifs avec les produits made en Chine, etc. Donc du coup, et pourquoi ces produits ne sont pas compétitifs? Parce que nos prix sont un peu plus élevés. Parce qu'on est encore de manière, on va dire, un peu artisanale. Donc plus nous avons des productions, des grosses productions, voilà, plus nous allons du moins baisser les coûts. Cette édition 5 de Mamisor Fashion for a Cause sera particulière. Une édition double qui se déroule au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Également à cette édition, 100 jeunes filles et femmes burkinabées et ivoiriennes seront dotées de métiers à tisser, de matériel de couture et recevront une formation en couture après la soirée de levée de fonds. Ce qui me touche le plus quand j'organise cet événement, c'est la partie sociale. Donc l'attente principale, c'est de vraiment mener à bout ce projet que j'ai pour ces 100 jeunes filles et jeunes dames. Déjà en 4 années d'édition, ce sont des vivres offerts aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et des métiers à tisser à 15 femmes burkinabées.
En sport, Hugues Fabrice Zango, recordman du monde au triple saut en salle, est entré en compétition la nuit dernière. La barre de qualification de cette phase qualificative, placée à 17,5 m, devrait être en principe une formalité pour les talons, mais contre toute attente, le Burkinabé n'a pu sauter au-delà de 16,83 m. Il se qualifie tout de même pour la finale du triple saut prévu pour le 5 août. Jérôme Tchendrebego en complicité avec Mamadi Wena nous refont le saut. La barre de qualification à 17,05 m semblait être une formalité pour le recordman d'Afrique au triple saut avec une marque à 17,82. Mais ce concours de qualification à la finale du triple saut à Tokyo 2020 a failli tourner au cauchemar pour Hugues Fabrice Zango. Un premier saut à 16,83 m. Un deuxième plus laborieux à 16,46 m et un troisième à 16,37 m qui met le triple sauteur burkinabé en difficulté. Il faut attendre la fin du concours pour savoir si l'étalon est parmi les 12 premiers qui sont retenus pour la finale. Il y a beaucoup de facteurs, Ça peut être le temps, parce que c'est le matin qu'on fait les qualifs, et puis bon, dans un endroit où il y a trop d'humidité, et ça peut aussi être un problème de trop de récupération, donc qui peut amener l'équipe en dessous de son niveau habituel. Ça peut être autre chose. Un concours difficile, sinon une contre-performance de l'athlète qui depuis pratiquement 2 ans n'avait plus sauté en dessous des 17 mètres. Toutefois, rien n'est encore perdu. Hugues Fabrice Zango a encore la possibilité de montrer à la face du monde que cette contre-performance est juste accidentelle. Et Fabrice, il est conscient. Pour avoir échappé aux qualifications, en tout cas, je pense qu'il va remettre ça en selle. Le 5 août sera un jour historique pour nous. Comme à Doha en 2019, Hugues Fabrice Zango a encore la possibilité de rentrer dans l'histoire en ce jour historique pour le peuple burkinabé qu'est le 5 août. Et cette nuit, à partir de 0h51, Marthe Yasmine Kouala, une autre de nos athlètes, va débuter la compétition de l'heptathlon avec le 100 mètres haies dans la 3e série. À noter que l'heptathlon est une combinaison de 7 épreuves qui se déroule en 2 jours. Nous souhaitons donc nos encouragements à nos différents représentants. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.